J'ai lu ce texte la première fois, c'était vraiment, j'allais chercher, je pensais que j'allais découvrir des secrets nippons, dans la culture nippone. Alors j'ai été stupéfaite dès l'abord par le ton. Et je ne m'attendais pas à ça. Alors on est dans le presque trivial, en entrant dans cette maison, les soucis de Monsieur Tanizaki qui veut se faire construire une maison moderne, mais tout en conservant les aspects traditionnels de la maison japonaise. Et donc il nous parle de tout ça, de ses soucis de réfection de la maison, les coûts, etc. Et puis il y a un passage où il nous parle, comme tu disais tout à l'heure, des commodités. Et je voudrais, si tu veux bien le lire, nous lire un passage. Alors je l'avais noté. Les toilettes, où sont les toilettes? Les toilettes sont très importantes. Je crois que c'était un peu plus loin, j'avais dit un peu plus loin peut-être. C'était plutôt par là, au moment où il parle de Soseki. Ah bah c'est là, à partir de là. C'est bien. Natsume Soseki considérait faire ses besoins chaque matin comme une volupté, voire une jouissance psychologique, paraît-il. Pour goûter cette volupté, il n'est de lieu plus adéquat que des toilettes japonaises. Entouré de murs sobres et de bois joliment veinés, un œil sur le bleu du ciel et le vert des arbres. Je le répète, un certain degré de pénombre, une propreté parfaite et un silence à entendre un moustique voler, telles sont les conditions absolues pour y parvenir. J'aime écouter le bruit de la pluie qui tombe goutte à goutte dans ces toilettes-là. Surtout dans la région du Kanto, avec leur ouverture longue et étroite près du sol pour le nettoyage. Je suis alors au plus près du son qui goûte de l'auvent ou des feuilles, vient éclabousser le pied de la lanterne de pierre et humidifier la mousse sur les pas de pierre avant d'abreuver la terre. Décidément, les toilettes sont le lieu idéal pour goûter toutes les nuances des saisons. Elles sont faites pour apprécier le bruit des insectes, le chant des oiseaux, les nuits de belle lune. Combien d'infinis motifs ont dû capter là les poètes de haïku de jadis. Aussi n'est-il pas exagéré de dire que les toilettes sont l'endroit le plus finement pensé de l'architecture japonaise. Nos ancêtres, qui savaient rendre tout de façon poétique, ont créé un lieu raffiné, ont su enrober d'un imaginaire nostalgique l'endroit supposé le plus insalubre de la maison, le lier aux fleurs, aux oiseaux, au vent et à la lune. Nous touchons là au cœur de notre esthétique et nous nous révélons d'une sagesse bien plus profonde que les Occidentaux, qui considèrent ces lieux comme tabous, au point d'éviter d'en prononcer le nom au public. S'il faut faire un reproche aux toilettes japonaises, disons que, séparées de l'habitation, elles ne sont pas bien pratiques quand il faut s'y rendre en pleine nuit, particulièrement l'hiver où le froid vous pend au nez. C'est bon. Ah oui, génial. Alors voilà, moi j'étais complètement surprise. Bon, c'est un mystère de la culture japonaise, mais auquel je ne m'attendais certainement pas. Donc, les toilettes, c'est là où il y a le plus de crises cardiaques, parce que voilà, avec tous ces trous de tous les côtés. En hiver, il fait froid. En hiver, il fait froid. Et il fait sombre, quand même. Mais ce que je trouve assez intéressant, en fait, au-delà de... C'est vrai, enfin, il commence comme ça, les toilettes. Enfin, il commence comme ça par parler de toilettes. Et après, enfin, vous savez ce qui s'est passé au Japon avec les touristes qui seront au Japon. La première surprise, c'est toujours des toilettes, encore aujourd'hui, mais dans un autre sens, parce que c'est très modernisé, tout est électronique, voilà. Quand vous ouvrez la porte, il y a presque une chanson, enfin la musique avec... comme ça. On vous accueille, excuse-moi. Et il y a eu le jet d'eau et tout. Enfin, bon, c'est intimidant les toilettes japonaises. Mais c'est drôle, c'est-à-dire que les Japonais, avec cette esthétique, continuent à toujours avoir une attention
particulière à cet endroit, dans la maison, pour... en fait, enfin, je ne dis pas qu'il est joli, enfin, aujourd'hui, mais on sent quand même une attention que les Occidentaux n'ont jamais portée Ouais. dans cet endroit. Donc maintenant, il est au goût de contemporains et donc qui n'ont rien peut-être à voir avec ce que dit Tanizaki. Mais c'est vrai que c'est-à-dire qu'on n'a jamais oublié. C'est ça aussi ce que je voulais apporter avec cette nouvelle traduction, c'est que, bon, bien sûr, aujourd'hui, Tokyo est très illuminé, ça n'a rien à voir le paysage décrit par Tanizaki, mais peut-être il y a des choses qui restent, mais sous une autre forme. En fait, il y a une sorte de basso continuo qui est là. Et aussi, qui est là aussi en France, et que ça se communique. Et que c'est aussi pour ça que tu ne peux pas lire simplement comme un livre, une esthétique qui est propre aux Japonais, mais aussi c'est oui, et donc dans ce passage, on voit bien, enfin, j'ai été surprise aussi parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse mention des Occidentaux. Donc là, tout de suite, il fait une comparaison, donc il rentre aussi dans le... Alors je pensais que c'était complètement japonais, donc il s'adressait aux Japonais, c'est le cas, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il nous parle aussi de l'Occident, parce que c'est un livre qui parle aussi de l'Occident. Oui. Parce que Tanizaki était, enfin je ne dis pas l'un des rares, mais quand même l'un de ceux qui pouvaient en fait parler très bien l'Occident, parce qu'il était vraiment passionné depuis sa jeunesse par la culture occidentale, par la littérature occidentale. Il lisait plusieurs langues. En fait, déjà, quand il était lycéen, il essayait de traduire de l'anglais, de l'allemand et tout ça. Et donc, bien sûr, je pense que aussi, quand la revue lui a passé la commande pour écrire ce texte, je pense qu'il y avait... Enfin, la revue s'attendait à ce que Tanizaki parle aux lecteurs japonais de l'Occident aussi, de faire une sorte de comparaison Orient-Occident, ce que quand même tous les écrivains de l'époque ne pouvaient pas le faire, je pense. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a à la fois son désir de faire la comparaison Orient-Occident, et aussi je pense que l'attente, il faut imaginer l'attente d'époque des lecteurs pour qu'ils racontent ces deux mondes. Ils attendaient qu'on leur parle de l'Occident. Oui, d'accord. Parce qu'il y a des gens, en fait, à l'époque, les écrivains qui pouvaient parler très bien, enfin, lui aussi, mais de la culture asiatique. Bon, Tanizaki était en Chine aussi, donc qui pouvait faire ça très bien, mais ou bien de... C'est un érudit, enfin, tu me disais justement qu'il avait retraduit le dit du Genji. C'est le dit du Genji, c'est le premier roman de l'histoire de la littérature. Il date du Xe siècle et c'est une somme, enfin je veux dire c'est combien, 2000 pages, enfin c'est un truc énorme et magnifique et c'est beau. Mais moi je dirais plus que érudit, enfin bien sûr il est érudit, mais je pense qu'il y a une sorte d'assoiffé. Il est jamais, il est jamais rassasié. Et il veut toujours, en fait ce qu'il veut toujours, c'est l'autre. Et c'est ça en fait qui est, je pense aujourd'hui, dont on a besoin. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, donc, qui connaissait très très bien l'Occident, et puis qui était mais vraiment passionné de la civilisation chinoise, chose qui est très très rare. C'est-à-dire que c'est comme si un Français en 1930 qui disent ah oui la civilisation algérienne est au-dessus de tout.
Oui, c'est la radicalité. Parce qu'en fait, Tanizaki dit la cuisine chinoise est la meilleure du monde. Comme ça. Incroyable. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut lire Tanizaki aujourd'hui. C'est une sorte d'audace. Moi j'avais une question.